Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Collection, l'émission littéraire de Madame Figaro. Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à deux des grandes passions de notre rédaction, le cinéma et la littérature. A tout de suite après le générique. Avec nous ce soir, deux grands talents dont les œuvres disent à la fois beaucoup de notre époque et aussi de notre sujet, le cinéma et la littérature. Nous sommes donc avec Audrey Diwan. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Audrey, vous êtes cinéaste et scénariste. Votre adaptation de l'événement d'Annie Ernaux a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2021. Et votre film le plus récent est sorti en septembre dernier. Il s'agit d'Emmanuel, votre version d'un mythe du cinéma qui était lui-même déjà issu d'un livre. Bonsoir Nicolas Mathieu. Bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier. Vos 3 livres ont été adaptés. Le premier, Aux animaux la guerre, est devenu une série télé. Le suivant, Leurs enfants après eux, a reçu le prix Goncourt en 2018 et on peut en voir l'adaptation en ce moment au cinéma. Et votre roman Connemara est lui en cours d'adaptation. On devrait le voir l'année prochaine au cinéma. Pascaline Potvin, vous êtes chef de service culture à Madame Figaro, et pour cette émission, vous avez un peu abandonné votre amour de la musique pour la littérature et le cinéma. Bernard Babkin. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bernard, vous êtes le patron des pages livres de Madame Figaro. Je suis patron. Vous êtes le saint patron. Vous êtes le saint patron des livres. Super. Et nous allons parler avec vous de littérature, aussi de cinéma, qui est un autre de vos dadas. Oui. Un peu. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui donne envie, fondamentalement, d'adapter un livre, de faire passer quelque chose qu'on a lu, de le faire passer sur un écran? Est-ce qu'il y a une envie particulière? En fait, je trouve que l'idée de l'adaptation et même le terme, il est amusant parce que, pour moi, ce n'est jamais le même exercice. J'aurais du mal à répondre à la question parce que parfois, il s'agit de trouver un geste qui est strictement dans le prolongement de celui de l'auteur ou de l'autrice. Et parfois, on peut être inspiré par une phrase, par 3 pages, et créer comme à partir de cette matière première quelque chose de parfaitement différent. En tout cas, moi, j'ai vécu des expériences extrêmement différentes, pourtant toutes s'appellent adaptation, mais c'était comme traverser des pensées de films qui n'avaient rien à voir. Après, où se niche l'inspiration, pourquoi un personnage va s'ancrer, pourquoi une phrase va retenir l'attention, je ne suis pas spécialement certaine que ce soit toujours lié à l'histoire, en tout cas. J'ai l'impression que parfois c'est fragmentaire et que quelque chose, je vous dis, pour Emmanuel, c'était une longue discussion sur ce qu'est l'érotisme et ça n'avait rien à voir avec le reste du livre. Donc je pense qu'il y a un détail peut-être parfois qui retient l'attention et pas seulement un ensemble. Nicolas Mathieu, j'ai envie de vous poser une question, pas tout à fait inverse, mais quand même, qu'est-ce qu'on lâche de son livre quand on le donne à adapter ? Qu'est-ce qu'on laisse partir ? Moi, en tout cas, ça commence toujours, à chaque fois que ça m'est arrivé, et parce que ça m'est arrivé assez tôt sur une nouvelle, et c'est là que je me suis rendu compte de comment ça marchait. J'ai envie de dire, il faut faire le deuil du livre. C'est-à-dire que ce qu'est le livre tel quel, ça existe sous format papier. Il faut faire le deuil un peu de ça, on sait que ça va devenir autre chose. Il y a très longtemps, quand Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb a été adapté au cinéma, ça commençait sur une petite phrase qu'elle avait insisté pour voir figurer au générique, c'était « librement trahi ». Et je pense qu'à chaque fois qu'un livre est adapté, il y a forcément un peu d'écart, de trahison, et pas forcément dans un mauvais sens. On peut faire des très bons films dans le dos du livre. Des belles trahisons. Shining, par exemple. Stephen King a tellement détesté la version qu'il a refait sa propre version à lui, qui est à chier. Donc, il faut accepter que ça va devenir un autre type d'œuvre, et que c'est le réalisateur qui va faire une œuvre. Bernard,
J'ai envie de faire appel à votre grande culture. Ça a commencé quand, les adaptations ? Il y a très longtemps, parce que le mariage littérature-cinéma, dès que le cinéma existait, ils se sont mariés. Enfin, il y a eu mariage. Et le cinéma s'est très vite intéressé à tous les genres, d'ailleurs, parce que on a fait des petits films d'actualité, des petits films historiques, des petits films pornographiques, il y en a eu beaucoup, des films donc d'époque sans costume. Et puis après, avec la littérature, le premier quasiment, c'est Georges Méliès qui adapte un conte de Grimm, Cendrillon. Et un petit film de 14 minutes. Après, il adapte Le Roi Jean, un autre conte de Grimm. Puis après, il est fasciné par un livre de Wells et par le livre de Jules Verne sur la Lune, et il filme le voyage dans la Lune. On a tous, je pense, dans la tête, et la tête c'est bien choisi, on a tous dans la tête l'image quand même du voyage dans la Lune. C'est un visage de femme qui représente un peu la Lune, comme ça, il y a des cratères, et paf, elle se prend un obus dans l'œil. Et c'est une image forte du cinéma. Et après, le cinéma s'est emparé de toute la littérature. En 1917, aux États-Unis, la première version des Misérables. Et après, il y en a eu. Donc Victor Hugo, terriblement adapté. Le plus adapté de tous les temps, c'est Shakespeare. On a énormément d'adaptations de Shakespeare. Puis après, il y a eu des cinémas de genre. On a ce qui nous parle peut-être le plus. Enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que j'adore les films d'horreur. Donc, on a eu beaucoup d'adaptations de Dracula, Frankenstein, enfin, il y a tous ces films-là. Et puis après, les réalisateurs qui se sont emparés des polars aussi. Le nombre de réalisateurs qui ont réalisé des polars, c'est énorme. Et puis après, je pense que les producteurs aussi se sont dit, ils sont malins, ils tiennent le portefeuille. Ils se sont dit, oui, alors si un livre marche, si on l'adapte, on a quand même plus de chances que ça marche. Ça marche quasiment dans tous les cas, peut-être pas dans tous, mais enfin, ça marche souvent. La preuve est, après, il y a un retour de flamme. Enfin, chacun se renvoie à l'ascenseur, parce que quand un film a très très bien marché, on ressort le livre, souvent en format de poche. Ce qui est arrivé avec le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet, on a ressorti le livre chez Gallimard, ils en ont vendu depuis la sortie du film, plus de 180 000 exemplaires. Grâce au film. Grâce au film. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc c'est un mariage d'amour, de raison et d'intérêt. Et Nicolas, moi, je vous souhaite ça parce que Non, mais c'est mieux que ça, parce que vous parlez de Gallimard. Moi, j'avais regardé cet été le Monte Cristo. C'était... il y avait 6 occurrences dans les 100 meilleures ventes de livres en France et dans des éditions différentes. C'est-à-dire que c'était tellement vaste que tout le monde a été arrosé. Parce que vos livres, ils sont sortis chez Babel en format poche, et là ils ressortent avec une nouvelle, par exemple, Leurs enfants après eux ressort avec une nouvelle couverture, une nouvelle couverture qui est l'affiche du film. Ouais. Donc là, vous avez des résultats ? On pourra en tout cas comparer l'effet du film avec l'effet d'un Goncourt. J'aimerais bien. Parce que la puissance de propagation du Goncourt, elle est immédiate et ça décuple les ventes, mais dans la semaine, je vais passer des coups de fil, je vais me renseigner. Et comment, juste une parenthèse sur le Goncourt, comment on le vit, le Goncourt ? Comment on le vit après, quoi ? Enfin, dès qu'on l'a. C'est, je sais pas, c'est Cap Canaveral, quoi. Vous êtes mis sur orbite et puis... vous êtes redescendu ? Je tourne. Pas de film, mais vous tournez. Exactement. Audrey, je me demandais, en voyant notre petit montage, parce qu'il y a un extrait d'un de vos films, de l'événement. Entre Dune et Harry Potter. Entre Dune et Harry Potter, exactement, justement. Je me demandais, quand on fait une adaptation, notamment comme celle-là, est-ce qu'on a d'autres adaptations en tête ? Est-ce qu'on pense à ça ? Est-ce qu'on pense à la façon dont d'autres romans ont été adaptés, ou est-ce qu'on se concentre sur le texte même, notamment un texte comme celui d'Annie Ernaux ? Alors non, je n'ai pas forcément attaqué l'adaptation sous l'angle de l'adaptation. Je crois même que j'ai réalisé assez tard qu'adapter un livre et une autrice qu'on adore, c'était une erreur. En fait, au départ, j'étais ravie qu'Annie Ernaux accepte. Et ensuite, je me suis dit que la seule chose qui pouvait se produire, c'est que je trahisse son œuvre. Donc, j'ai vécu un moment très, très, très intense et angoissé la première fois que je lui ai montré le film. Évidemment, j'ai pas pu rester dans la salle. Ah oui. Et je me suis glissée à la toute fin. Et quand la lumière s'est rallumée, pendant un moment, elle n'a rien dit. Et ensuite, elle m'a dit c'est juste. Donc j'ai senti comme un grand soulagement parce que c'est un mot qui est un peu pivot dans son œuvre et la justesse.
Et ensuite, elle m'a dit, il y a quand même un problème. Et là, j'ai senti mon corps se raidir. Et elle m'a dit, je crois qu'en 1963, il n'y avait pas de Tupperware. Ce qui voulait dire que j'avais réussi l'adaptation. On découvre... Non, je disais, il y a cette histoire de Tupperware qu'on ne découvre pas dans votre film, mais je me suis posé une question. C'est quand on connaît un livre, qu'on l'adapte, est-ce que dans cette adaptation, on découvre quelque chose du livre qu'on n'avait pas vu? Et là, de la même manière, quand vous avez vu Leurs enfants après eux, j'imagine que vous l'avez vu, est-ce que vous avez découvert à travers l'écran quelque chose que vous n'aviez pas ressenti, perçu dans votre texte? Non mais moi je repensais à l'histoire du deuil et je me demandais combien de temps prend ce deuil. Mais c'est vrai que le rapport entre le scénariste, le cinéaste et l'auteur, c'est un rapport très complexe et passionnant parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'amour de l'œuvre et que deux identités doivent exister l'une à travers l'autre. Et moi je me dis toujours ça, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre de soi à travers l'œuvre de quelqu'un. Donc d'abord, le livre d'Annie Ernaux, si je dois parler de cet exemple, je l'ai appréhendé à travers les sens. Donc c'était une réécriture. Elle travaille sur une matière qui est purement autobiographique. Donc évidemment, moi, je ne pouvais pas choisir d'adapter dans ce sens-là. Mais je lui ai dit dès le début que je voudrais m'attacher à la logique de l'instant et trouver une vérité, non pas à travers la vérité du souvenir, mais à travers la vérité de cette temporalité. Et donc j'ai découvert ce que c'était que de traverser ce parcours en le vivant à travers le temps qui passe, à travers cette urgence-là, oui. Moi, ce que j'ai vu dans Leurs enfants après eux au cinéma, c'est que j'ai vu le livre que je suis en train d'écrire maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de ce que j'essaye de faire maintenant qui étaient déjà là. Oui. Et c'est presque ceux qui m'ont apparu les plus saillants, en fait. Je me dis que je fais toujours la même chose, en fait. Vous voyez un fil rouge qui vous apparaît davantage. Finalement, la chose à laquelle j'ai été le plus sensible, je ne sais pas si c'est celle à laquelle ils ont été, eux, le plus attachés, ce qu'ils ont voulu le plus se rendre, mais les relations père-fils telles qu'elles sont dépeintes dans le film, elles m'ont vraiment sauté au visage, encore davantage que les relations amoureuses entre les ados. Audrey, je vais vous poser une question sur... vous êtes romancière aussi? Non. Non. Vous avez écrit deux... J'ai écrit 2 romans quand j'étais jeune. Et vous les aimez pas? Non, mais j'ai arrêté pour une raison précise. J'ai été publiée, j'étais jeune. Oui. Et j'adorais lire. Et j'étais capable de mesurer la distance entre les auteurs qui m'intéressaient et ce que je prétendais faire. Et honnêtement, j'avais l'impression de n'avoir pas vécu grand-chose. C'était d'ailleurs pas tout à fait une impression. Donc j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit que je ne pouvais plus écrire pour moi avant au moins 10 ans. Ce que j'ai fait de manière assez rigoureuse. Et ces 2 livres sont morts ou est-ce que vous êtes passé de l'autre côté du miroir aussi? Alors c'est très bizarre, mais quelqu'un est en train... Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va être un film? Il y en a un qui est en cours d'adaptation. Alors comment vous le vivez? Alors c'est très drôle. Comment ça se passe? D'abord parce que la personne qui a décidé de l'adapter, j'avais vu par hasard son court-métrage. De l'autre côté de l'été. Donc de l'autre côté du miroir. Je pensais que vous posiez les questions par hasard, mais en fait non, vous connaissiez les réponses. Oui, mais... que des tours. Je fais des enquêtes. Oui, elles sont bien menées. Non, mais alors moi, les livres, en fait, j'ai redécouvert le livre. Concrètement, je me souvenais pas tout à fait. On dit en 2 mots l'histoire, quand même, non? En 2 mots, c'est l'histoire d'une femme qui ne trouve plus sa place dans le monde et qui demande à un jeune homme, contre une somme d'argent, de passer une année avec elle. Voilà. Et elle le fait, non pas pour vivre une histoire avec lui, mais pour redevenir le centre de quelque chose. Et pour créer une polarité autour d'elle. Et j'ai eu l'impression de découvrir le livre en lisant l'adaptation. Un livre, un film, ce sont des personnages et aussi des acteurs. Pascaline, vous avez rencontré un acteur, vous avez rencontré Vassili Schneider pour parler avec lui de notre sujet. Oui, j'ai rencontré Vassili Schneider parce qu'on l'a vu cette année dans Le Comte de Monte Cristo. Il jouait l'un des personnages à côté de Pierre Ninet, Victor, un jeune amoureux. Et actuellement, il est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors c'est du théâtre, Petit Saint-Martin, voilà. C'est du théâtre, c'est pas du cinéma, mais il joue dans l'adaptation sur les planches de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Kvasko. Donc comme je l'ai dit, c'est du théâtre, mais c'est quand même du travail d'adaptation. Et on avait envie de lui demander comment ce travail d'adaptation, on le vit quand on est acteur. On avait envie d'avoir son point de vue, on est allé lui poser la question. On l'écoute.
Panayotis avait envie qu'on prenne des cafés. Souvent, il me disait si tu as besoin, on se voit, on discute. J'ai voulu garder une certaine distance, justement. J'avais pas envie qu'inconsciemment, j'essaye de le copier. J'ai lu le bouquin avant de commencer à travailler le texte. Et ensuite, le but, c'était complètement de l'oublier et de travailler sur cette nouvelle base qu'est l'adaptation. De ne pas essayer de faire de recherche, de comprendre comment bouge Panayotis et comment il est dans la vie. Vraiment m'éloigner de ça et créer un objet qui est complètement à part. Une grande partie du texte, c'est des questionnements qui se posent à lui-même. Ça n'existe pas vraiment au cinéma de penser à voix haute. Mais je me suis dit au théâtre c'est possible pour m'adresser au public, m'adresser à moi-même, m'adresser au père. J'avais lu Le Comte de Monte Cristo quand j'avais 14 ans à l'école. J'avais adoré le livre. Et quand j'ai décroché le rôle, la première chose que j'ai faite évidemment c'est d'acheter le livre et de le relire. Je pense qu'au bout de 200-300 pages, je me suis arrêté de le lire pour arrêter de faire des comparaisons et enfin, le travail d'adaptation il a été réfléchi par les scénaristes. C'était pas à moi de réfléchir à ces questions-là. J'ai posé la question à Pierre aussi, il m'a dit la même chose. Il se mettait à faire les comparaisons et à un moment il s'est dit j'arrête quoi, je travaille sur le scénario. Comme on est sur du texte très littéraire et assez ancien, c'est facile de tomber dans les musicalités très théâtrales. On a envie de le jouer comme ça au début. Donc le but, c'est vraiment effectivement de le moderniser et de me l'approprier au maximum pour qu'il me ressemble, en fait. Et Harry Potter, j'ai découvert les films avant de découvrir les livres. Et du coup, c'était une manière agréable, je trouve, de découvrir l'œuvre. C'est-à-dire que j'adorais les films et quand j'ai ouvert les livres, c'était un cadeau en plus parce que je découvrais des nouvelles choses qui n'étaient pas dans le film. Bon, après, y a les adaptations des Shakespeare, Roméo et Juliette, la version de Baz Luhrmann que je trouve géniale. Je pense que si j'avais commencé par les livres pour finir sur les films, peut-être que j'aurais été déçu parce que forcément dans les adaptations on perd toujours des détails et il y a toujours des choses qui sont transformées. Les lecteurs peuvent être déçus souvent. Enfin, c'est très dur que les fans des livres soient surpris. Merci. Nicolas Mathieu, comment est-ce qu'on... Quand on invente un personnage, est-ce qu'on a parfois un acteur en tête ? Ouais. Oui, par exemple, dans mon premier... alors, c'est pas forcément un visage, c'est parfois une silhouette ou des petits détails. Comme, par exemple, le personnage du syndicaliste Martel dans Aux animaux la guerre, c'était Nick Nolte. Je voulais qu'il ait un côté simiesque, comme ça, des grands bras qui balancent, une grande silhouette. Et c'est moins par admiration pour lui que pour fixer un type. Un romancier, c'est un peu comme un dessinateur pour tenir le personnage tout le long. Oui. C'est pas si facile en fait. Donc on a besoin de repères comme ça, de petits faits vrais. Anthony avec son œil comme ça, ça disait quelque chose du personnage tout de suite. Oui, ça m'arrive de m'inspirer de comédiens, de comédiennes du cinéma. Et c'est arrivé sur les nouveaux films, enfin ceux qui arrivent, ceux qui sont à l'écran là, et celui qui va arriver. Vous avez pensé à des acteurs ou est-ce que vous êtes très présent sur le tournage ? C'est-à-dire que leurs enfants après eux, ça a été tout de suite Gilles Lelouch, parce que c'est lui qui est venu me voir et qui m'a convaincu de faire ce film-là, il m'a vendu beaucoup de rêves, et dans ce rêve, il y avait lui. Oui. Et c'était lui qui faisait c'est lui. Et de toute façon, il incarnait un certain type de masculinité et il héritait d'un certain type de père qui faisait que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre dans ma tête. Ouais. Et il voulait le réaliser aussi, il aurait aimé le réaliser aussi. Exactement, non ? Et puis il s'est consacré à un petit film dont j'ai perdu le nom. Il y a aussi une adaptation. Oui, que vous avez une adaptation, et je crois que là on a quelqu'un qui est coupable. Bouclé. Mais Bernard vous demandait justement si vous étiez allé sur le tournage. Vous êtes allé sur le tournage ? Oui, j'y suis allé une fois. Ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti quand les choses, elles étaient déjà réelles pour vous, parce que vous les avez écrit, parce qu'elle s'inspire aussi de choses que vous avez vécues. Mais sur le tournage, est-ce que c'est un émerveillement ? C'est un trouble déjà. Oui, voilà. C'est-à-dire que Anthony, je l'ai inventé dans ma chambre, quoi. J'ai passé 3 ans à raconter ces histoires et puis
Puis c'était pas mal moi quand même. Et oui, il y a ça. Ces râteaux, c'était les miens. Et donc de le voir... Enfin, un comédien, à mon sens, c'est d'abord un corps. Voilà. Moi, je conçois mes personnages aussi comme ça. Ce sont d'abord des corps. Et de voir le corps d'un coup que moi j'avais envisagé s'incarner différemment sous mes yeux, mais ça, c'est à tel point qu'aujourd'hui, je vois plus très bien l'Anthony que moi j'ai imaginé au départ. L'image de Paul Kircher, c'est intercalé entre les deux. C'est parti du deuil dont vous parliez presque, on dit qu'on oublie un visage. Ouais, alors ça c'est une des réussites du deuil, parce que pour que ça marche, il faut que l'incarnation soit réussie. Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant cette question du corps, parce que la question du corps, elle est hyper importante dans vos films, Audrey. Et je me suis posé cette question aussi. Est-ce que la façon dont vous filmez les corps, dont vous les regardez en tant que réalisatrice, en quoi elle est influencée ou pas du tout par la façon dont les corps sont décrits dans le livre, en fonction de si c'est la première personne, la troisième personne, si elles sont décrits par un regard masculin ou féminin dans le livre. Est-ce que ça influe votre cinématographie ou pas ? Je pense que l'histoire de la première personne, en fait, dit quelque chose, et parce que j'ai tendance aussi, en écrivant un scénario, à chercher le rythme du personnage et le chercher à travers le corps. Je me souviens qu'Anna Maria Vartolomé, quand elle devait incarner Annie Ernaux, au départ, elle devait se rencontrer. Et puis c'était le Covid, ça n'a pas été possible. Et ensuite, je pense que pour Anna Maria, c'était mieux, que tout à coup, elle inventait, sans essayer de pasticher, ce qu'elle avait ressenti. Et donc, on a tout de suite parlé du corps, on parlait de la verticalité, puis on parlait de cette manière de regarder l'horizon. Donc, elle avait toujours, comme si elle était un peu en guerre, la tête baissée, mais les yeux levés. Et le jour où elles se sont retrouvées l'une face à l'autre, Annie Ernaux et Anna Maria, en fait, c'est comme si la magie avait opéré et Anna Maria avait pris quelque chose qui lui est resté, je trouve, d'Annie Ernaux. Enfin, il y avait comme une forme de mimétisme léger, mais qui existait, alors même qu'elle ne s'était pas rencontrée avant. Ce qui veut dire que ça transparaissait à travers ce qu'elle écrivait, bien sûr, et quelque chose de la nature d'Annie Ernaux, qui est le personnage de ses livres, en fait, était passé à travers les mots, et Anna Maria l'avait. Audrey, comment est-ce que vous avez vu vos actrices métamorphoser les personnages ? Je pense notamment à Emmanuelle. Alors, Noémie Merlan, c'est particulier parce que c'est une actrice qui est réalisatrice aussi, donc on a beaucoup composé ensemble. Elle travaille beaucoup sur le personnage et en fait, on avait décidé qu'il y aurait des temps de ce corps. Qu'au début du film, elle est volontairement très froide et elle crée de la distance, donc très, très verticale, très dure. Et ce que sait faire Noémie, parce qu'elle a une grande palette de jeux, c'est qu'il fallait qu'au fur et à mesure, quelque chose induise le lâcher-prise et un changement de relation au monde et à l'autre. Et c'était très dur à faire pour elle parce que le tournage était très syncopé et que les lieux nous obligeaient à sans arrêt faire une scène puis une autre qui faisait qu'elle devait passer d'un corps à l'autre. Donc on a répété beaucoup en amont ce que voulaient dire ces différents corps et comment se manifestaient ces différents temps du corps. Elle s'est beaucoup impliquée dans cette fabrication-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous aviez en tête ? Est-ce que vous aviez en tête le personnage du roman ou est-ce que vous aviez en tête aussi Sylvia Kristel ou est-ce que vous avez tout effacé ? Rien, j'ai tout effacé. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je me dis c'est peut-être une impossible adaptation. Enfin, moi, je me suis emparée d'Emmanuelle. Et comment elle est arrivée, Emmanuelle, dans votre vie, là ? En fait, on m'a tendu le livre, mes producteurs m'ont tendu le livre, et je dois dire que je l'ai lu de manière récréative. Je me demandais quelle était la genèse. Que vous ne l'aviez pas lu avant ? Non. Non. Et en plus, je n'avais vu que... J'ai vu 15 minutes du film. Et je l'ai vu jeune et j'ai eu le sentiment que le film, à raison, je pense, ne s'adressait pas à moi. Et donc là, j'avais une curiosité naïve, je dirais. Et puis je l'ai lu et puis je l'ai rendu au producteur et puis je leur ai dit merci et puis je ferai pas le film, quoi. Mais il y a quand même quelque chose qui m'est resté du livre, il y a une centaine de pages de discussion sur qu'est-ce que l'érotisme, après une discussion quasi philosophique, et tout à coup j'ai commencé à me poser cette question. Où est l'érotisme dans notre société ? Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'on peut voir moins et ressentir ? Et puis, pas à pas, je me suis mise à penser à la sexualité aujourd'hui, et c'est comme ça que j'en suis venue à faire un film qui est pour moi post-sexe, en fait, qui raconte une époque où les gens n'ont plus envie de se toucher. Et donc, qui est une trahison fondamentale du livre, une trahison que j'ai assumée en pensant qu'on pouvait trahir. Oui, c'est à l'opposé du livre, un petit peu, oui. Non, parce que dans les deux, il y a une quête et un personnage qui est un personnage féminin. Le livre date de 59, c'est quand même assez étonnant, mais il y a un personnage qui, déjà à l'époque, assumait l'idée d'une
d'une quête sexuelle, d'avoir envie de ressentir du plaisir, de ressentir plus. Donc en ça, c'est pas antithétique, mais après je me suis affranchie de tellement de choses. Et puis parler de la disparition du désir, alors qu'en fait le nom d'Emmanuel convoque par essence une idée de plaisir. Enfin, en tout cas, je n'avais pas mesuré la puissance de ce nom. Comme beaucoup de gens n'ont pas vu le film, je pensais que l'idée se surpassait assez facilement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une image d'Épinal, cette fille... oui, le fauteuil. Le fauteuil, qui n'est d'ailleurs pas dans le film. Oui, mais sur l'affiche. Mais voilà, mais en fait, il y a des noms qui sont plus forts que le livre, par exemple. Il y avait quelque chose chez Emmanuel, le prénom était plus fort que l'œuvre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un troisième élément, en tout cas ça m'a frappé en voyant l'adaptation de votre livre, mais aussi en revoyant l'événement, c'est la musique. Est-ce que la musique sert aussi de véhicule entre ce qu'on a imaginé en lisant un livre et ce qu'on voit ? Moi, la musique était très présente dans le bouquin déjà. Bien sûr. Et l'usage que j'en fais... Est-ce que vous l'avez reconnu dans le film ? Oui, en grande partie. La musique, je pense que c'est de tous les arts celui qui affecte le plus le corps. Et quand je parle de musique dans une page, quand j'intitule un chapitre d'après une chanson que tout le monde connaît, quelque part, j'appuie sur un point dans votre corps. C'est ça que j'essaye de faire, de réveiller des souvenirs affectifs. Et puis la musique, elle a aussi... ça d'immédiat, c'est l'effet Madeleine. On se souvient quand est-ce qu'on les a entendus. Chaque été de votre adolescence est associé à un titre, en fait. Et donc, en les convoquant, écrire, c'est un peu comme faire de la mise en scène. Hitchcock disait, la mise en scène, ça consiste à mettre en scène le spectateur, en fait. Voilà, c'est lui qu'on dirige. Et écrire, c'est un peu pareil, c'est susciter des affects dans des corps qui sont de l'autre côté du livre. La musique, pour ça, c'est très efficace. Pascaline, je crois que vous avez une petite théorie. Oui, mais j'ai une théorie une grande théorie qui lie la musique, les films, tout ça. Non, mais en fait, en voyant vos films à tous, je me suis dit que les grands romans, c'était un peu comme les grandes chansons. Quelle que soit la façon dont on les reprend, dont on les adapte, il reste toujours quelque chose de cet état de grâce qui en a fait des grandes œuvres. Et dans le film adapté de votre roman, Nicolas Mathieu, cet état de grâce, moi je le retrouve dans plusieurs images, et notamment dans l'image, on la voit dans la bande-annonce, d'un garçon, d'une fille, que beaucoup de choses opposent, notamment leur milieu social, et qui contemplent des hauts fourneaux en déliquescence. Ou bien ce sont ces deux garçons qui sont ennemis et qui, le soir d'une demi-finale de finale de Coupe du Monde de foot en 98, partagent enfin une clope. C'est en 98, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est un décor que la plupart des gens qui ne sont pas nés dans les Vosges non plus ne peuvent pas connaître non plus, ces cités minières endormies. Et pourtant, même si on n'a pas lu votre roman, quand on voit le film, on pourra tous se reconnaître dans Anthony, dans Stéphanie, dans Assine, parce qu'ils incarnent l'essence de la jeunesse. Ce besoin de courir vite pour attraper ce qui arrive devant ou pour fuir ce qu'on vit depuis trop longtemps. Et c'est peut-être ce que nous apportent au-delà du texte les adaptations littéraires au cinéma. Elles soulignent leur portée sociale dans une société qui est une société de l'image. On vit dans un monde qui est complètement filtré par les écrans. Et vos films, Audrey Diwan, ils font pas exception. Quand on regarde l'événement, on sent presque physiquement la douleur de ce que c'est qu'un avortement clandestin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut sentir qu'au cinéma. Et on mesure, quand on voit le film, le chemin qui a été parcouru depuis que l'avortement n'est plus clandestin, et les barrières qu'on doit encore tenir pour que ça reste comme c'est aujourd'hui. Et quant à Emmanuel, il a montré après le roman et le film qu'à notre époque, après MeToo, on peut renverser l'idée qu'on se fait du plaisir féminin. Mais il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est peut-être avec la chanson, encore une fois, de tous les arts, celui qui nous rassemble le plus. Et là où le lecteur, il est tout seul dans son train ou sous sa couette, il se fait une image qui n'appartient qu'à lui, d'Anthony ou d'Emmanuel. Mais ces personnages, ils ont soudain le même visage quand on le voit tous en même temps dans une salle de cinéma. Et en voyant ces deux jeunes gens fêter la victoire de la France en 98, on pensera non seulement à ce qu'était la France à l'époque, mais à ce qu'elle est aujourd'hui. Et en quoi elle nous rassemble ou elle nous divise, on ne sait pas, tous ensemble. Et en contemplant la détresse et la détermination de la jeune femme de l'événement, il y a peut-être d'autres femmes qui vont se regarder, qui auront envie de se parler, de raconter quelque chose de ce qu'elles ont vécu ou pas, et de libérer la parole autour d'un sujet qui est encore très tabou. Bref, les adaptations, ça fait de la lecture un acte souvent solitaire, une grande communion, et ça prouve que le cinéma, c'est ce qui nous lie. Et quand je vous dis qu'il vous lie, je l'orthographie dans les deux sens, lire et lier à la fois.
C'est bon. Pas mal. Ça nous lie quand il y a du monde au cinéma. Ça nous lie quand il y a du monde au cinéma. Mais ça vous lie aussi, Bernard. Oui. Voilà. C'est vrai. Audrey, est-ce que vous avez l'impression que votre cinéma, justement, est lié à la littérature ? En fait, je dirais que la littérature est mon premier amour, donc il y a quelque chose qui s'est écrit naturellement comme ça. Parfois, j'aimerais cesser d'adapter des livres, et c'est toujours le moment où un livre me tombe dans les mains et j'ai envie de l'adapter. Donc, en fait, je crois que j'ai arrêté de me battre. Et puis j'ai eu la joie de voir des auteurs heureux. Je pense aussi à Éric Reinhardt, qu'on a adapté avec Valérie Donzelli, et au travail un peu particulier qu'il fallait qu'on fasse, parce qu'il y avait pour nous une moitié de l'histoire qui existait dans le livre. Et donc il fallait créer la première moitié, et donc créer comme une greffe, se mettre dans les pas d'Éric et essayer de trouver le film. Et je me dis, l'exercice est tellement passionnant qu'en fait je pourrais m'y confronter 100 fois et trouver un plaisir différent. Donc je crois que résolument j'aurais arrêté de me battre. On a l'impression que le plaisir il est décuplé avec l'adaptation plus que la réalisation, non ? C'est difficile. Vous préférez réaliser un film ou adapter un roman ? Ah ben, alors moi j'aime c'est les très deux. différent. Non, mais j'aime les deux temps. Moi j'ai des moments j'adore la solitude par instant, et elle me donne envie d'être sur un plateau et entourée, et au bout d'un moment je suis trop entourée et j'ai besoin de solitude. Pour moi les deux s'équilibrent bien. Alors que Nicolas, la réalisation zéro, hein. Vous n'avez pas envie. Moi, j'ai été chef 5 minutes dans ma vie, j'ai fait un burn-out direct. Comment réaliser, ça consiste quand même à donner des consignes, à répondre à des questions. Alors, moi, vous me voyez dans le rayon yaourt, il n'y a déjà plus personne. Donc faire des choix, c'est pas possible. Et puis je pense que la mise en scène, si on le fait bien, en tout cas, je suis quand même assez cinéphile, j'ai lu pas mal. C'est un art de l'espace. Et moi, je me situe pas bien dans l'espace du tout. Quand on a des difficultés comme moi à faire des créneaux, je pense qu'il ne faut pas faire de film. Voilà. Alors que vous faites bien les créneaux. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y aurait des textes qui ne soient pas adaptables ? Parce que c'est vrai que là, on a vu plein d'adaptations, on en a évoqué plein. Qu'est-ce qui pourrait faire d'un texte qui serait inadaptable ? Je suis pas sûre, je sais pas, je suis pas sûre. Moi, peut-être pas. Il y a en tout cas des textes qui sont plus durs à adapter parce qu'ils reposent principalement sur le style. Quand c'est une voix, un certain traitement de la langue, on sait que ça va être difficile à rendre. Comment on fait, enfin voilà, Voyage au bout de la nuit, des choses comme ça, on se demande comment ça pourrait être. Et puis, il y a des œuvres aussi qui sont tellement profuses qu'on se dit, en les adaptant, on tue la moitié de l'œuvre, quoi. Il y a eu plusieurs adaptations de la Recherche du temps perdu. À chaque fois, comment on rend ça, quoi. Moi, j'avais une question. Je me demandais, il y a cette expression que nous utilisons beaucoup, nous autres journalistes. Est-ce que ça existe, l'écriture cinématographique ? On parle beaucoup de ça. On utilise beaucoup ça. Bon, c'est qui désigne un roman, je dirais, qui naturellement porte des images et des images fortes. Mais après, les livres qui sont adaptés, je dirais que ces livres-là vont stimuler un peu naturellement l'imaginaire du scénariste ou du réalisateur. Après, il y a des œuvres beaucoup plus abstraites, et c'est pour ça, je ne pense pas, moi, qu'il y ait de textes inadaptables. C'est inadaptable jusqu'à ce que quelqu'un ait une vision. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ça va convoquer chez un cinéaste, et peut-être le fait qu'un texte soit abstrait lui laisse plus de liberté, ça dépend de la nature du réalisateur ou de la réalisatrice. C'était quoi la question ? Est-ce que ça existe, l'écriture cinématographique ? En tout cas, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai une écriture visuelle, en fait. Et puis, il y a beaucoup de dialogues aussi. Oui, et puis, en fait, je conçois des personnages et des situations. Et c'est quand même, le module de base de l'écriture cinématographique. Donc oui, il y a des passerelles. C'est plus facile de s'emparer de mes bouquins que de Pessoa, par exemple, c'est sûr. Au niveau livre, après, je ne disais pas qu'il y avait des livres impossibles à adapter. Je pense qu'il y en a qui posent des problèmes plus aigus, quoi, dans l'adaptation. Je vous propose... Après, je pense que finalement, excusez-moi, je crois que, et c'est marrant parce qu'à chaque fois que vous parlez de vos adaptations, vous dites, je suis parti...
je me suis pas soucié du livre quelque part. J'ai Non, pas toujours. Finalement, Pas quand je parle d'Annie Ernaux, par exemple. Ouais. Et Eric Reinhardt non plus. Hein, Enfin, non. ce qui est important sans doute, c'est que le livre il suscite un désir au départ. Oui. C'est-à-dire qu'on cherche tous des trucs qui vont nous fouetter et nous faire écrire ou tourner plutôt que pas. Et c'est le carburant qu'on recherche au C'est vrai. départ. Ouais. À propos de carburant, je vous propose d'être un tout petit peu moins sérieux et de jouer. On va faire un petit blind test. On va entendre des extraits sonores. On va pas voir d'images, des extraits sonores de films adaptés de livres. On va voir si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez dans la salle, n'hésitez pas à nous aider. Il n'y a rien à gagner. Et là, C'est un on peu- vient de c'est un- faire- Si, d'être avec nous. C'est un peu l'école des fans. nous aide. Tous ceux qui pouvaient Non, nous non, ils vont aider. aider, ils vont aider. On Il y en a écoute. 7. On lance le premier. On écoute. After all, tomorrow is another day. Bah là, on n'entendait rien. On n'a rien entendu. Vous voulez qu'on recommence? On va le remettre peut-être. On le remet, on le remet. C'est pas un film Je crois qu'ils ont d'aujourd'hui. reconnu dans la salle. ils ont Oui, entendu. ils ont entendu. C'était autant on On emporte le recommence, vent. on remet. Quitte à... After all, tomorrow is another day. Alors, je le reconnais toujours pas. Maintenant que je le suis. Quelqu'un a reconnu La autour de- version originale. Tomorrow is another day. qui est Je crois qu'il y a une bonne réponse là. Il y a une bonne réponse. C'est la mais dernière on- phrase du film, de la Voilà. fresque. Et Voilà. c'était Autant n'emporte le vent. Voilà. Tout à fait. La suite. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. L'accent, j'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas trop Mais beaucoup c'est ça. Jamel Debbouze, Non, oui. on a reconnu Jamel, Oui, mais voilà, alors mais il a- l'adaptation On peut avec donner un Jamel. indice peut-être, c'est une bande dessinée. Ah oui, c'est le Marsupilami. Non, Non. Ouais. Raté. Mais j'avais une partie de la Voilà, réponse. j'ai entendu dans la salle. C'était Ouais. Astérix. Astérix, Mission Astérix, Cléopâtre. Obélix. La prochaine fois, vous Mission enverrez les Cléopâtre. extraits la veille. On est un peu en galère. On verra tous les films et pourtant les essayé, retrouvera. je dois vous le dire, d'obtenir les réponses Mais- avant l'émission. Mais Pour ne nous pas n'avons vivre ce pas moment de cédé. loin, et je dois vous dire qu'ils nous ont dit mais non, c'est facile. Donc là, on va vivre un très mauvais moment. Il se peut qu'on s'arrête à 4 Non, tentatives. non, vous allez finir par On va trouver. voir. On va trouver. Écoutons. La suite. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Blade Runner. Blade Runner, le Monsieur monologue. notre honneur. Le monologue, bravo. Le suivant. Je veux te marier, je suis tout seul. Non, Enfin, non. enfin, c'est pas la gloire de mon père. Non, mais Château de Manon. C'est le château. Non, non. Les cigales. Pas loin. Ah, alors c'est Manon des Sources. Voilà. Voilà. Ouais. C'était pas nul. L'accent. La suite. J'avais une ferme en Afrique. Out of Africa. Voilà. Ça, Voilà. Ouais, c'est Bah, là, il facile. y a Ça, un titre, c'est- carrément. Voilà. Inratable. Out of Africa. Et Encore un autre. encore Ah un non, autre. attendez. Choose life, choose a job, Alors là, choose a career, Attendez, on recommence. choose a family, choose a fucking good television. Trainspotting, ouais. Ouais. Trainspotting. Ok. Trainspotting. Trainspotting. Facile ou pas facile? Bravo. Trainspotting. J'ai pas, j'étais en train de faire une blague. Ça m'apprendra. Bon, alors. Il y a le dernier. Le dernier. Le dernier. Le dernier. Le Il faut dernier. le trouver. On va Le le dernier. trouver. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Hiroshima, Oui, mon bah, amour. Voilà. Hiroshima, mon amour. Voilà. Marguerite Ça, Duras c'était cadeau, et Alain cadeau. René. Et Alain René. C'est facile. Vous auriez. Est-ce que c'est facile comment dire? Est-ce qu'on se dit que tous ces films dont on a parlé, on a vu on a vu nos petits extraits au début et ça, est-ce qu'on se remémore les livres? Est-ce que ça donne envie de retourner à la littérature, de voir ces films-là, de le réentendre? Est-ce que quand on a entendu un extrait de Blade Runner, est-ce que quand on a vu Blade Runner, est-ce qu'on a envie de Moi, ça m'arrive de voir des films adaptés d'œuvres et d'avoir envie de relire le livre. on Ou de le lire. retourne au livre? Ou de le lire. Ou de le lire. Ou de le lire. Parce qu'on n'a pas tout lu non plus. C'est vrai. Enfin, moi, J'exagère. j'ai pas tout lu. Pour me rattraper un peu. Avant de se quitter, j'aimerais bien vous demander à tous les deux quelle est votre adaptation préférée. Est-ce qu'il y a un film que vous aimez, un film adapté d'un livre que vous aimez par-dessus tout? Et quel est le livre que vous aimeriez voir adapté? Ah, Audrey.
Alors, j'aurais pu parler d'une de mes adaptations préférées, mais en ce moment, j'ai un coup de cœur pour un film que je trouve mal aimé et qui est une adaptation de Simenon. C'est Le chat de Pierre Granier de Fer. Ah là. Oui. Et je me disais que j'avais envie de le partager parce que c'est Signoret Et Gabin. formidable. Et c'est l'histoire d'un couple qui prend plaisir à se rendre la vie impossible. Dans un quartier où tout se détruit autour d'eux. Oui. C'est terrible. Mais alors, j'ai relu le livre. Oui. Et on peut jouer aussi à découvrir tout ce qui a été adapté, en fait. Ce ne sont pas les mêmes couples. Les deux ont leur force, le ton n'est pas le même. Et c'est drôle de voir que la transcription à l'image, le ton est plus acide et presque plus drôle dans le livre de Simenon. Et l'ambiance est lourde. On entend l'aiguille des minutes quand on tourne l'horloge dans toute l'adaptation de Granier de Fer. Et c'est à voir et à comparer, je trouve. D'accord. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, c'est un film que j'ai vu beaucoup trop jeune. Un soir de réveillon de Noël, il est très tard, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai strictement rien compris, mais c'est un effet de sidération qui ne s'est pas estompé depuis, et je l'ai vu 7-8 fois. C'est un film qui m'a regardé grandir. Ah oui. Et j'ai lu le livre après, d'Arthur C. Clarke. Et ce qui est beau dans cette adaptation, c'est qu'elle est infiniment supérieure au livre, en fait. C'est-à-dire que le livre est super, mais c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, je pense. Et il y a dedans 3 films de SF, en réalité. Et puis, à chaque fois qu'on le voit, c'est si ouvert que le curseur du sens qu'on y met bouge. Et ouais, ça fait partie de ces films qui nous regardent, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on les voit, ils nous disent quelque chose de nouveau sur ce qu'on est. Et vous continuez à le regarder ? Ouais, assez régulièrement. À Noël. Mais c'est intéressant. Mais il y a 2-3 films de chevet comme ça. Et une autre adaptation, moi, que j'aime beaucoup, c'est le Feu follet, tiré de Rieux-La Rochelle, de Louis Malle. C'est pareil, c'est des films qui nous regardent grandir. Pardon, et Oslo 31 août. Qui ah oui, je ne l'ai pas vu, celui-là. C'est magnifique, de Joachim Trier. Et le livre que vous aimeriez voir adapté ? Alors, ou que vous pourriez adapter. Non, en fait, pas moi. Je pense qu'il est très difficile. J'ai lu récemment, parce qu'elle a eu le prix Nobel, le livre de Han Kang qui s'appelle La végétarienne. Et c'est drôle parce qu'il y a au centre de ce livre l'œuvre d'un vidéaste qui peint de grandes fleurs sur des corps nus. Et je me disais que l'auteur, quand il décrit une œuvre qui n'existe pas, fait de chaque lecteur un artiste, parce qu'on est obligé de projeter quelque chose. Et je me disais, tiens, si quelqu'un s'emparait de cette adaptation, je serais très curieuse de voir à quoi ressemble, cette œuvre. Ce que vous imaginez d'ailleurs. Non, mais si on devait apposer chaque œuvre que chacun des lecteurs de ce livre a vue, je pense que ça ferait une fresque passionnante. D'accord. Moi, c'est le voyage au bout de la nuit. C'est un serpent de mer de l'histoire du cinéma. Il y a eu plusieurs projets. Il y en a un avec. Alors voilà, c'est pour ça. C'est ma curiosité. C'est Johann Sfar, le crime du trésor, et Johann Sfar qui s'y colle. Et j'avais lu dans une bio de Godard qu'à un moment il l'avait envisagé avec comment s'appelle-t-il ? Avec Audiard. Ah oui. Alors l'attelage déjà les largeurs. Et c'est ce que. Comment on adapte un truc pareil, c'est-à-dire qui repose à ce point sur une langue. Alors il n'y a pas que ça, le voyage au bout de la nuit, c'est aussi un itinéraire, une odyssée dans une époque, mais il ne faut pas fonctionner. Vous savez, la politique des auteurs, les cahiers du cinéma, tout ça, c'est construit contre l'adaptation, quand même, au départ. Et parce que justement, ils trouvaient que le cinéma type Autant Lara, etc., ils étaient un peu paresseux en ne trouvant toujours que des équivalences au livre. Donc, il ne s'agit pas de trouver une équivalence, mais on se demande quand même quel ton va donner Johann Sfar pour rendre la démence de ce bouquin. Et en vous écoutant, je pense quand même à un film que j'ai adoré, qui est un film documentaire qui s'appelle Lost in La Mancha, sur l'impossible adaptation, c'est-à-dire à quel point l'adaptation de Don Quichotte échappe. Je crois que Orson Welles avait essayé sur l'impossible adaptation, et je trouvais tellement beau l'idée que ça fasse un film, le livre qui échappe au cinéma, et que ce film emporte l'adhésion. Eh bien, belle conclusion. On est passé de la trahison à ce qui nous échappe. Merci d'avoir été là. Merci pour ces discussions. Merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve pour un nouveau chapitre des collections. À très bientôt.